Voilà, donc je vous propose peut-être de démarrer. Je vous remercie de participer à ce webinaire. On est ravis de vous accueillir pour cet épisode 3. On va parler ensemble de marketing responsable, d'éco-conception et de transformation des business models. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Florence Poulenc. Je travaille en direction marketing externalisé. Donc, j'accompagne les entreprises dans la conception de leur stratégie marketing, donc tout ce qui va concerner l'offre et la mise en place de cette stratégie marketing d'un point de vue opérationnel. Voilà, je travaille beaucoup sur les notions environnementales, sur le marketing responsable. On y reviendra pendant la présentation. Et je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ce webinaire. Je suis accompagnée par Marc Perrenne. Marc, je vais te laisser peut-être te présenter. Oui, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Marc Perrenne et je suis leader sur l'éco-conception au sein de Decathlon depuis après une huitaine d'années. Et donc, j'accompagne plus particulièrement les concepteurs de produits chez Decathlon à éco-concevoir leurs produits. Voilà, donc Marc va nous apporter son témoignage sur cette thématique de business model, d'éco-conception et de marketing responsable en rentrant dans tout ce que fait Decathlon dans cet univers, dans différents produits et services, et on va voir un petit peu comment tout ça a évolué au fur et à mesure du temps. Je suis ravie aussi de présenter ce webinaire avec Samuel. Samuel, je te laisse peut-être te présenter. Bonjour à toutes et tous, Samuel, donc je travaille au pôle éco-conception et puis ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur des projets d'éco-conception et nous, l'objet de notre association, c'est de promouvoir et diffuser le plus largement possible le principe de la perspective cycle de vie dans vos développements de produits ou de services. Voilà, donc Samuel est directeur du pôle éco-conception et en fait, ensemble, on a construit une méthode qui est la méthode Green to Market, dont je vais vous dire quelques mots en introduction de ce séminaire, de ce webinaire, pardon. Donc en fait, cette méthode, elle consiste à associer le marketing responsable et l'éco-conception pour réduire l'impact environnemental des offres des entreprises. Nous, en fait, on se base sur trois grands piliers. Le premier, c'est la planète, le respect de l'environnement, hein, puisque on travaille beaucoup sur tout ce qui est approvisionnement et ressources. Le second, c'est les personnes, les consommateurs, les clients, puisqu'il y a aussi énormément de transformations au niveau des attentes de ces différentes parties prenantes sur les aspects environnementaux. Donc, on tient compte, bien sûr, aussi complètement de ça dans notre démarche. Et puis, le troisième axe, c'est bien sûr le profit, puisque développer des offres éco-conçues, c'est très bien, mais il faut rester dans les objectifs d'entreprise, donc pour qu'elles restent performantes et qu'elles puissent se transformer de façon pérenne sur leur marché. Voilà, donc vous voyez, en fait, Green to Market, c'est vraiment l'association de ces deux univers. Et puis, l'idée, c'est de travailler sur la petite flèche verte que vous voyez sur ce schéma, de façon à ce qu'on puisse construire quelque chose de solide au niveau de l'offre de l'entreprise. Donc, on travaille sur les produits et sur les services avec cette méthode Green to Market. Très rapidement, parce qu'on ne va pas s'étendre sur la méthode, mais de façon à ce que vous compreniez un petit peu l'approche. C'est une méthode qui se déroule en 4 phases. La première étape consiste à identifier les enjeux prioritaires, les enjeux Green to Market prioritaires pour l'entreprise. Donc, c'est une phase d'analyse de diagnostic qui permet d'identifier 3 à 4 enjeux Green to Market prioritaires, sur lesquels on va venir en fait construire la stratégie marketing environnementale de l'entreprise en se basant à la fois sur la stratégie de l'entreprise, en retravaillant la segmentation des cibles et en travaillant le positionnement marketing en intégrant les critères environnementaux. Voilà, donc une fois que cette étape est définie, on a une stratégie Green to Market claire. Et on passe aux mises en œuvre opérationnelles avec le lancement des projets. Donc là, on constitue une équipe, on travaille en évaluation environnementale et on va jusqu'au lancement et à la communication sur le produit ou le service qu'on met sur le marché. Voilà, donc la méthode, en fait, la dernière étape de la méthode, ce que vous voyez sur ce schéma, sur le côté
gauche en gris, c'est le REX qu'on fait généralement 6 mois après le lancement et qui permet de voir un petit peu sur ces projets spécifiques ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, de façon à pouvoir réinjecter toute cette expérience dans les projets suivants et de reproduire ce qui a bien marché et d'éviter de reproduire les erreurs qu'on a pu avoir sur des projets précédents. Voilà, donc je suis très rapide volontairement sur la méthode. Si vous avez besoin, bien sûr, d'informations, on est à votre disposition pour en parler. Je vous propose du coup de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va rentrer dans cette thématique des business models et je vous propose de passer la parole à Samuel Meyer, qui va nous parler un petit peu en introduction de façon plus générale cette transformation des business models avec une approche environnementale. Samuel, je te laisse la parole. Ouais, alors Marc, tu peux compléter sur l'introduction, j'en profite. Comme on dit chez nous, le bon sportif évite l'effort inutile, hein, Marc? Non, mais en fait, ce que disait Florence, c'est que, j'expliquais en introduction, ça fait longtemps que moi je travaille dans l'éco-conception et à un moment donné, malheureusement, quand on est en développement de produits, R&D, on arrive avec des choses qui sont déjà bien établies et l'éco-conception se résume à faire de la même chose avec moins. Donc, c'est une stratégie d'éco-conception, l'optimisation, comme vous pouvez le voir sur le schéma. J'ai pris un exemple de bouteille pour que tout le monde comprenne. On peut en discuter de l'exemple, il est plus ou moins juste, mais c'est pas grave. Imaginez les gens qui vendent de l'eau ou du soda. Pas que je pousse à consommer du liquide avec des emballages jetables, même s'ils sont recyclables. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, on réduit à la source au maximum, donc on réduit la quantité de matière. C'est ce qu'on a pu voir. Par contre, après, pour lancer des projets un peu plus structurants, il faut qu'on ait un peu plus de liberté en termes d'éco-conception, c'est qu'on puisse arriver un peu plus tôt dans les cahiers des charges fonctionnels, si on peut revoir un petit peu la manière de répondre à l'usage. Donc, l'exemple du bouchon que vous avez pu voir apparaître il y a quelques temps pour éviter qu'on le retrouve dans la nature, qui est plutôt d'être séparable vissé, qui peut être clipsé, vissé, ça va dépendre un petit peu de tout ça. Et puis après, on peut imaginer de répondre différemment un petit peu à la fonction. Donc, ça va être différemment, c'est très très innovant, on va mettre une gourde, mais néanmoins, c'est juste que vous ayez l'objet et l'intention derrière de se dire, bah voilà, il y a peut-être une autre manière de répondre aux besoins, à l'unité fonctionnelle, c'est-à-dire au service rendu par unité d'usage. Ça peut être un volume d'eau, d'hydratation pour le sport, Marc, je sais pas. Je crois que vous avez déjà travaillé sur les gourdes, donc tu corrigeras le truc. Et puis, d'arriver, si on veut travailler sur la manière de répondre de manière globale et changer le modèle sur l'hydratation, alors ça peut être la distribution en vrac, l'économie du martage, j'y reviendrai, etc. Et ben, ça ne peut pas se faire uniquement en bureau d'études, il faut que ça ait une vision un petit peu stratégique parce qu'on va travailler sur les modèles économiques. Et c'est l'objet en fait de ce webinaire aujourd'hui qu'on a voulu faire avec Florence, parce qu'on a fait avec Florence retour d'expérience sur l'éco-conception, l'intégration du marketing et l'éco-conception. Mais à un moment donné, il peut être intéressant d'aller au-delà justement du produit ou de l'innovation sur le produit. Je ne sais pas si Marc, tu voulais compléter. Je ne sais pas où vous en êtes sur les gourdes, mais je sais qu'il y a eu pas mal de travaux sur les matériaux qui avaient été faits, de choses qui avaient sur l'aluminium, Ouais. dû être enlevées. Non, mais on va voir juste après, mais c'est vrai que ce schéma il est important pour bien situer l'ambition qu'on a sur chaque projet, parce que derrière, ça va demander des ressources différentes et de penser différemment. Donc, c'est cette notion de optimisation, de challenge ou de changement de façon de vendre le produit, il est hyper important. Et nous, c'est l'expérience qu'on a, Florence, quand on intervient. Je ne sais pas si vous vous souvenez du schéma qu'a présenté Florence sur le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Si on n'intègre pas cette possibilité d'aller jusqu'au changement de modèle, on fait ce qu'on peut en termes de réduction d'impact. Alors tout ça, ça s'intègre, si on peut juste voir la diapo d'après, dans quelque chose que vous avez entendu parler, qui est l'économie circulaire. Alors j'ai repris un schéma qui avait lui-même été adapté d'Accenture par le programme des Nations Unies pour l'environnement.
Et en fait, il y a différentes boucles qui peuvent être aussi des nouveaux modèles économiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'ensemble des détails, mais il y a des boucles, on va dire, de circularité des matériaux. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on entend, il faut aller au recyclage, il faut intégrer du recyclé dans les matières. Alors, je ne sais pas si Marc t'en parlera après, hein, mais c'est ce qu'on peut voir, par exemple, dans le textile aujourd'hui. C'est des efforts qui sont faits de manière régulière. J'en ai un exemple. J'en ai profité. Je ne sais pas que je fais de la pub pour Decat, mais ça c'est 100% recyclé, tu me corrigeras, au moins sur la membrane. Donc voilà, donc on a ces premières boucles. Ensuite, on peut avoir des boucles qui sont liées plus à l'usage. Et ça, c'est vraiment intéressant en termes du business model, c'est de travailler aussi sur l'allongement de la durée de vie des produits. Alors, l'allongement de la durée de vie des produits, ouais, on peut juste rester là-dessus, c'est l'idée de se dire, je peux être un acteur aussi de l'occasion. Je peux être un acteur de la remise à neuf. Je peux imaginer des produits que je vais pouvoir, on va dire, mettre à jour et, on va dire, uploader dans le temps pour qu'ils soient de plus en plus efficaces, et ce, au regard de l'impact environnemental. Et tout ça, ça nous amène aussi à réfléchir à l'usage et à la possession du produit. Donc, on a des nouveaux exemples, par exemple, avec l'économie du partage, qui sont des choses qui apparaissent aujourd'hui. C'est-à-dire que on se rend compte que les consommateurs, je préfère dire les utilisateurs, je ne sais pas comment on dit chez Decat, mais les sportifs, je ne sais rien. Mais l'idée, c'est que ce qui est important, c'est pas forcément de posséder, parce que posséder, c'est aussi une charge mentale. On le voit avec un automobile. Posséder une automobile, c'est une charge mentale. Il faut la garer, il faut machiner, il faut faire les vidanges, et tout ce qui va derrière. L'idée, c'est l'usage. Et dès qu'on réfléchit à l'usage, il y a des économies qui sont en train de se baser sur le partage. C'est-à-dire comment on peut imaginer de partager des produits, donc surtout les services rendus par le produit. Alors, c'est des vieux schémas que j'avais récupérés. Alors, j'ai plus les dates, on les avait regardés. Et le mec, les lunettes, j'arrive pas à lire. C'était dans les Échos, ça, je me souviens, qui avait essayé de mesurer en fait quelque chose qui n'était pas forcément perceptible en termes de business, mais combien pesait en milliards d'euros l'économie des kits repas, du covoiturage, du streaming et autres. Et on voit que, et ça c'est une des dernières études qui a été aussi publiée aux Échos, qu'il y a une certaine satisfaction. Donc on voit une capacité, je pense, mais qui serait à mesurer, à vérifier. Et là, l'objet du marketing, c'est vérifier l'intérêt et comment adresser ces offres-là à ses clients utilisateurs pour être sûr qu'ils sont en mesure de l'utiliser et de bien l'utiliser. Puisque nous, au pôle éco-conception, si on intervient, c'est justement pour qu'il y ait une réduction d'impact et qu'on puisse avoir, on va dire, un bien-être qui se base sur des services, des produits et des infrastructures avec le moindre impact possible. Et alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça nous amène à certaines théories. Donc, on nous parle d'économie de fonctionnalité, de système produit-service. Je crois que c'est la diapo juste après. Peu importe, la question, c'est finalement quel est le pourcentage, quelle barrissante je vais avoir dans la mise sur le marché de mon produit, en lien avec ce qu'on appelle un peu l'économie du partage. Ça veut dire c'est un terme de vulgarisation, mais entre la vente, la cession de la propriété du produit, la cession d'un vélo, j'achète un vélo pour les enfants, je crois que vous êtes pas mal positionné chez Decathlon sur le vélo neuf de mémoire. Vous achetez un vélo, vous en avez la possession, vous en avez l'usage, mais ça reste un usage ponctuel pendant une certaine période du temps de l'année et puis de la période de l'enfance, jusqu'à ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire vous vendez uniquement un usage, une fonction, un transport. Alors ça peut être un transport en vélo, une unité de temps d'usage de vélo dans ces exemples-là. Et au milieu, vous avez tout un tas de, c'est pas forcément un énorme gap à faire. Il y a tout un tas d'échelles qu'on peut avoir entre la vente du produit et les services associés, la vente d'un temps d'usage, la vente d'un résultat de performance, jusqu'à la vente d'un service global. Et tout ça, c'est des nouveaux modèles. Ces nouveaux modèles qui nous font réfléchir la conception de nos produits. Bien entendu, si je ne vais pas prendre du sport, ce sera plus simple, comme ça, Marc, je laisserai d'en parler bien mieux que moi derrière. Dès qu'on réfléchit là-dessus, je pense pour un outillage, j'ai des souvenirs, mais je pense qu'on pourrait faire le pendant sur le vélo de la perceuse qui est utilisée 3 minutes par an et par habitant.
et on a malheureusement tous une perceuse avec une batterie chez soi ou une visseuse, des visseuses qu'on utilise peu. Si on la réfléchit pour vraiment en se disant, ben voilà, il va y avoir différents usagers en même temps, etc., on va peut-être sans doute pas fournir la même perceuse, on fournira sans doute un service supérieur, un service professionnel, avec des perceuses de meilleure qualité, avec des forêts de meilleure qualité. Tout ça pour un coût global, et là, une question de TCO derrière, de calcul économique, et de TCO environnemental à mettre dans la balance. Voilà, j'ai voulu faire bref, mais nous, ça nous titille, et on voit avec Florence, quand on intervient dans les entreprises, que assez rapidement, ces questions-là, alors je ne pourrais pas en parler, parce qu'on a fait des réunions il n'y a pas longtemps chez des gens qui font de la chimie pour de la chimie, voilà, je peux pas dire. Bon. Et d'autres exemples du quotidien sur des produits de petits électroménagers. Je viens de 2 réunions le même jour et je crois qu'on a parlé de 2 mêmes sujets. C'est comment on peut adresser au mieux l'usage du client et peut-être sortir de la possession, du transfert de possession du produit pour diminuer son impact environnemental et dans le cadre d'un modèle économique. Voilà. Donc j'ai fait court et ben, on va regarder ça avec Marc. Avec Florence, Marc, on se connaît depuis longtemps. Il y a eu une évolution et l'évolution qu'on voyait avec les différentes marches, hein, Marc, vous les avez vécues, vous avez mis en œuvre. Et là, il y a beaucoup de choses qui se font chez Decathlon. Et c'est un petit peu le témoignage qu'on attend aujourd'hui. Merci Samuel. Je voulais peut-être juste avant de laisser la parole à Marc, insister sur tout ce que tu as dit, notamment sur les aspects marketing, parce qu'en fait, en termes d'innovation et de transformation, donc vous avez suivi la démarche que Samuel a expliquée, et d'un point de vue marketing, tout ça, ça donne des opportunités complètement nouvelles, complètement différentes, et c'est une vraie chance pour le marketing de pouvoir saisir ces opportunités-là pour transformer l'offre de façon positive, mais aussi pour répondre aux attentes des utilisateurs. Donc finalement, c'est vraiment la voie que nous, on recommande fortement de suivre parce qu'elle est à la fois innovante, différenciante et adaptée aux attentes du marché. Donc on est complètement au diapason. Voilà. Marc, je te laisse peut-être présenter l'expérience Decathlon. Oui, bah, du coup, je vais vous présenter un petit peu mon partage et mon retour d'expérience pour Decathlon. Donc ça, c'est des premiers chiffres juste pour vous positionner Decathlon dans le monde. Decathlon, donc c'est des chiffres plutôt de 2021. En 2021, on réalise quasiment 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc partout dans le monde, au travers de 65 marques, donc Quechua, Between, Artengo, Domios, voilà, toutes ces marques-là. Ça représente plus de 100 000 collaborateurs partout dans le monde. La majorité de ces collaborateurs-là se retrouvent, c'est ceux qui sont en contact de nos utilisateurs dans les magasins. Et puis, on est présent globalement en termes de magasins dans 60 pays, donc on couvre une bonne partie du globe. Donc voilà, et je vous ai juste remis, parce que c'est ce dont je vais vous parler, c'est un petit peu la répartition de notre chiffre d'affaires réalisé avec des produits qui bénéficient d'une démarche d'éco-conception. Donc moi, je suis arrivé en 2015. Avant 2015, il existait déjà le service développement durable qui s'est créé à peu près en 2003, je crois, sur les aspects plutôt sociaux. Et puis l'environnement est venu un petit peu après. Et donc là, vous avez le chiffre des 3 dernières années. Donc plutôt en 2020, on est à plutôt environ 5% de produits qui bénéficient d'une démarche d'éco-conception. Et l'année 2022, on est à 23%. Donc, bientôt un quart de nos produits vendus se bénéficieront d'une démarche d'éco-conception. Sur la slide suivante, c'est un petit peu pour mieux comprendre aussi la répartition de nos impacts. Ça, c'est hyper important parce que donc là, c'est issu de notre bilan carbone réalisé en scope 3, donc en scope 3 qui prend vraiment l'ensemble de nos émissions, notamment jusqu'à la fabrication de nos produits et la vente de nos produits. Donc vous voyez que en gros 80% de notre impact, en fait, il vient du produit qu'on fabrique et qu'on vend, à travers 19% liés aux matières premières, 46% liés à la production. Donc, dans la production, on va retrouver l'énergie utilisée en production, les produits chimiques utilisés en production pour les teintures, etc.
Donc ça, si on doit agir pour réduire l'impact de Decathlon, on va aller directement toucher le produit. Alors Marc, je vais me permettre d'interrompre pour préciser que Decathlon n'est pas un cas à part, hein, puisque ce scope 3 du bilan carbone représente en général 70 à 80% des émissions. Donc voilà, tu viens de prouver par l'exemple que c'est le cas chez Decathlon, mais c'est le cas aussi dans toutes les entreprises industrielles. Oui, complètement. Et je vais appuyer juste sur un point parce qu'en général, c'est la première question qu'on me pose. On voit que le transport des produits représente 4%. Et souvent, on dit pourquoi uniquement que 4%. Il faut savoir que la répartie de nos produits, on fait beaucoup de textiles, de chaussures, avec du vélo forcément, mais beaucoup de textiles et chaussures. Et en fait, donc nos bassins de production sont en Asie, en Afrique du Nord, au Mexique, grosso modo, et en Europe. Donc avec une répartition que j'ai plus les chiffres en tête, mais vous n'hésitez pas à aller voir sur notre site développement durable de Decathlon où vous avez le rapport développement durable qui précise tous ces éléments. Pourquoi du coup que 4% au transport? Il faut savoir qu'on fait appel à peu d'aérien et on diminue fortement l'aérien. Donc on évite les réassorts très court terme de nos produits. Et ce qui fait que quand on met un t-shirt dans un carton, on en met pas mal. Et on met beaucoup de cartons dans un porte-container. Enfin, on met beaucoup de cartons dans un container et on met beaucoup de containers dans un porte-container. Donc finalement, ramener au produit, l'impact du transport est plus faible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dessus. Justement, je mets le petit astérix, c'est parce qu'on fait peu d'aérien. Si on faisait un peu plus d'aérien, tout de suite, cette part liée au transport, elle explose. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que nous, on se concentre sur le produit. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'autres choses par ailleurs parce qu'on a la chance d'avoir des équipes dédiées sur chacune des entités. Donc on travaille à la fois les mobilités des collaborateurs, l'efficience énergétique sur nos sites de vente, etc. Mais la majeure partie de notre impact vient du produit. C'est de ce dont je vais vous parler. Donc, la slide suivante, c'est plus pour vous… Juste, attends, Marc, sur ce point de transport, oui. J'avais une question, parce que je me souviens avoir vu une expérimentation sur un transport train Inde jusqu'à Lille, ou je ne sais plus comment ça avait été fait. Est-ce que quel est le résultat de cette expérimentation? Est-ce que ça a été positif, négatif? Tu as eu des retours? Alors, oui, effectivement, on a une ligne de train qui était de chez nos fournisseurs en Chine jusqu'à nos entrepôts en Europe, jusqu'en France. J'ai pas de retour là en tête là-dessus. Je sais juste que forcément, c'est plutôt limité en termes de capacité de produit. Mais en tout cas, on l'a fait. Et ça permettait de réduire encore plus par rapport au bateau. Ça, c'est clair et net. Mais j'ai pas forcément de retour sur ce point-là. Ouais, donc c'est moins que le bateau, même si la quantité de transport transporté par wagon, etc. est plus faible. Ouais, j'avais pas les éléments, c'est pour ça. Sachant que, en fait, ce qui joue vraiment, c'est l'énergie de chaque pays dans lequel le train va passer. Et donc, la source énergétique de ce train. Donc voilà. Ensuite, le point clair, c'est que la pratique du sport, elle nécessitera toujours d'utiliser des produits. Pour faire du VTT, il faut un VTT. C'est le principe du sport. Pour faire de la randonnée, vous allez avoir besoin d'un sac à dos. Et donc, moi, mon rôle, c'est de le faire avec le plus faible impact possible. Donc, soit en conception, et donc Decathlon est concepteur de produits. Donc, mon rôle, moi, c'est de faire en sorte que Decathlon soit éco-concepteur de produits. Donc, il n'y a plus que conception et éco-conception, ça soit la même chose, on conçoit. Ou soit Decathlon, comme on propose des produits, c'est de les proposer avec le plus faible impact possible. Donc, soit un produit neuf, mais avec une démarche d'éco-conception, soit des produits de louer, des produits d'occasion, des choses comme ça. En tout cas, nous, on doit fournir nos produits avec le plus faible impact possible. Et donc, pour ça, je vais reprendre très rapidement, parce que ce schéma, il est important pour nous, parce que moi, ça me permet de positionner jusqu'où on va aller. Et donc, en dessous, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est le même usage, le même produit, on va plutôt jouer sur les composants, les matériaux. Ensuite, on va arriver à un nouveau produit, donc on va travailler des fois sur la structure du produit. Donc, comment on optimise la matière dans le produit, on va vraiment travailler sur ces structures. Et jusqu'à redéfinir et repenser l'usage. Ça, c'est important parce que on ne peut pas aller aux troisième étape si on n'a pas vraiment bien travaillé les étapes précédentes, parce que l'échelle du changement, elle va être trop grande. Et en général, ce qui se passe, c'est que
on a du mal et on n'arrive pas forcément à bien comprendre tous ces éléments-là. Et ensuite, sur la slide suivante, en fait, j'ai juste répertorié grosso modo 3 points qui sont importants pour nous, qui sont finalement, quand on voit ça, il y a 3 catégories de produits sur lesquels on travaille. On a des produits qu'on va venir optimiser. Aujourd'hui, c'est surtout, on va dire, pour vous donner des ordres de grandeur, c'est 3/4 de nos produits, on est plutôt sur de l'optimisation. C'est-à-dire qu'on fait la même conception, mais on vient optimiser les matières qu'on vient venir utiliser, les procédés de transformation de nos produits. Ensuite, on va venir challenger. Je vous prendrai des exemples juste après hein, pour tout concrètement aller dans le détail. Challenger, là, on va carrément challenger le produit en tant que tel, sa conception. Est-ce qu'il a été assez efficace? Est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on peut diminuer la consommation de matière pour le même résultat? Des choses comme ça. Jusqu'à l'innovation, où là, on va vraiment repenser la façon dont on offre le produit à nos clients. Et donc, dans un premier temps, ce qui est hyper important pour nous, c'est de venir mesurer nos impacts. Et donc, la slide suivante, elle représente un point qui est, là, je vous ai pris l'exemple d'une tente. Donc, déjà, c'est bien de connaître nos impacts grâce à la mesure. Donc, il faut savoir que nous, on analyse l'ensemble de nos produits. Donc, on fait la mesure environnementale de l'ensemble de nos produits. Ici, je vous ai pris juste l'exemple d'une tente pour que vous puissiez comprendre grosso modo comment on analyse. Vous avez le fly sheet, donc c'est la partie supérieure de la tente. Vous avez l'inner tent qui est plutôt la chambre de la tente. Vous avez le ground sheet qui est finalement la bâche plastique qui vous isole du sol. Puis après, vous avez forcément les arceaux, la fermeture. Et donc ici, c'est une analyse réalisée sur la tente. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, l'impact de cette tente, elle vient à la fois du fly sheet, donc du tissu blanc et bleu qu'on voit à l'image, et à la fois de la chambre. Donc, c'est 2 tissus textiles. Et ces 2 tissus textiles représentent 80% de l'impact. Et donc, si on va un peu plus dans le détail sur ces textiles, en fait, on voit que dans l'impact du textile, elle revient à 2, et c'est la même répartition que pour Decathlon. C'est 25% lié à la matière première et 60% lié au procédé de transformation. Donc, la matière première, c'est des tissus en polyester. Et les procédés de transformation, c'est majoritairement lié à la teinture de ces composants-là et lié à l'énergie utilisée en production. Et donc, moi, si je veux éco-concevoir ce produit, je vais devoir travailler sur ces 2 aspects-là qui vont me permettre fortement de réduire. Donc, on peut travailler à la fois sur les matières. Donc là, on va intégrer des matières recyclées sur lesquelles on peut faire. Et puis, on va travailler sur les teintures. Donc, les teintures, vous allez pouvoir de plus en plus sur nos tentes. Maintenant, on commence à avoir des intérieurs plutôt en blanc qu'on va pas teindre quand il n'y a pas nécessité de teindre. Et puis, on va adopter des procédés de teinture moins énergivores en énergie pour permettre cette réduction-là. Donc, il y a différents procédés de teinture. Pour ceux qui sont à peu près novices sur le textile, il faut savoir qu'une teinture textile, comment ça se passe? C'est qu'on a des grandes piscines chauffées et on vient tremper un tissu pendant une certaine durée de temps dans ce bain de produits chimiques à une certaine température et c'est ça qui vient fixer la teinture. Mais en fait, il y a d'autres procédés de teinture qui évitent ces bains de teinture. Donc, soit c'est des bains de teinture plutôt à froid, soit c'est carrément le colorant qu'on va venir intégrer dès la fabrication du fil. Donc, on n'aura plus besoin de passer dans ces bains de teinture qui sont énergivores. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, on doit connaître l'impact grâce à la mesure, ce qui nous permettra d'adopter des actions de réduction d'impact qui sont bien liées à la pertinence de l'impact. C'est pour ça que, par exemple, là, on ne va pas venir travailler forcément, notre priorité, c'est pas venir de travailler forcément le zip de la tente, parce que le zip de la tente représente finalement une part assez faible, ou les arceaux de la tente. C'est des choses qu'on ne va pas forcément venir travailler en priorité. Et pour oui. Excuse-moi, je t'interromps. J'ai une question. En fait, quand vous travaillez sur un produit spécifique comme celui-là, j'imagine que vous êtes en mode apprentissage à chaque fois que vous traitez un sujet. Mais comment vous rebondissez finalement sur ce que vous apprenez sur ce produit? Parce que j'imagine que c'est des matériaux que vous allez retrouver dans d'autres produits. Donc, comment est-ce que vous généralisez finalement l'approche? Ouais, grosso modo, ce profil environnemental de la tente, il va se retrouver sur une grosse partie de nos produits textiles. Des sacs à dos, c'est à peu près la même façon. Dès qu'il y a du textile, en général, ça porte souvent l'impact. Et donc, ce qu'on fait, c'est que ça va nous donner des apprentissages et puis on va essayer de déployer ça sur d'autres typologies de produits. Là, par exemple, on s'est posé la question, donc
le ground sheet là que vous voyez, donc la bâche plastique qui finalement est peu impactante, bah, sur d'autres tentes, on ne l'avait pas de la même matière. Et donc, on a passé sur cette matière moins impactante pour avoir tous nos ground sheets de nos tentes similaires. Pareil, Okay. on a travaillé toutes les teintures de nos tentes. Donc, on déploie après sur soit les mêmes typologies de produits ou soit on fait des transferts entre différentes typologies de produits. Donc là, cette analyse de l'impact d'un textile, ça vient à la fois de la matière, à la fois des teintures et des énergies en production. C'est des approchages qu'on a eu il y a quelques années et ça nous a permis de prendre des grosses actions sur la teinture de nos textiles, de l'énergie qu'on utilise en production, donc la source d'énergie, et l'incorporation de matières recyclées dans nos tissus. Et donc, si on va voir un petit peu un exemple justement textile, donc là, c'était plutôt, on était dans une phase… Une petite question, excuse-moi, j'avais coupé le micro. Tu pensais passer à côté, mais je vais quand même y revenir parce qu'on a la question. C'est sur les ACV, quel outil vous utilisez? Et je vais rajouter un truc parce que ça me semble important, c'est surtout quelle base de données. Est-ce que vous avez des bases de données qui vous sont propres ou des bases de données moyennes? Comment ça se passe? Parce que je sais qu'il y a eu une grande évolution entre le démarrage, ça fait très très longtemps que vous faites de l'ACV et je pense que ça intéresse tout le monde de savoir où vous en êtes maintenant sur, voilà, sur ce qui peut être public, bien entendu. Oui, alors on a commencé à analyser nos impacts sur des fichiers Excel avec des bases de données extraites en Excel. Aujourd'hui, factuellement, on utilise les bases de données européennes, donc grâce à la méthode du PEF, donc Product Environmental Footprint, sur laquelle on se base et sur laquelle nous, on fait la promotion pour que beaucoup d'entreprises puissent se baser, parce que l'idée, c'est pas que nous seuls, on évalue nos produits, c'est que l'ensemble de l'industrie, l'ensemble des industriels puissent évaluer facilement leurs produits. Donc nous, on utilise la base de données environnementale de l'Europe et on intègre ça directement dans nos outils de conception. Ce qui fait que quand l'ingénieur il renseigne, j'utilise 1 mètre de textile polyester teint de telle façon à tel endroit, et ça lui donne directement l'impact environnemental. Donc il voit ses choix de conception, il voit l'impact environnemental de ses choix de conception directement dans son outil de conception. Il n'a pas à refaire une analyse à côté sur ça, parce que du coup, ça nécessite les outils d'analyse environnementale sont parfois pas super intuitifs, et du coup, nous, on intègre ça directement dans notre outil de conception. Mais ouais, on utilise les bases de données environnementales de l'Europe qu'on vient, sur lesquelles on vient boucher les trous quand il y en a, donc créer des nouvelles, parce que quand on travaille sur des solutions d'éco-conception, on est souvent amené à travailler sur des solutions un petit peu innovantes ou des nouvelles matières dont on n'a pas toujours la donnée environnementale. Et donc, dans ces cas-là, on essaie de créer avec nos fournisseurs, de récolter des données environnementales directement de nos fournisseurs. Donc, par exemple, la quantité d'énergie utilisée, les différents produits pour alimenter ces bases de données-là. Voilà. Et sur cet exemple, donc, l'idée, c'est, on souhaite, donc, sur la conception, il y a 2 phases. Il y a faire les produits les moins impactants possibles et faire des produits qui permettent une économie circulaire, donc les plus durables possibles pour effectivement permettre leur réparation, etc. Je vais y venir après. Sur la partie 2, faire les produits les moins impactants possibles, donc de décarboner nos produits. Je vous ai mis un exemple ici, mais on a différentes familles d'actions qu'on peut mettre en œuvre. Donc, je vais vous parler de l'énergie. Donc là, c'est sur un pantalon de randonnée. Donc là, on a switché d'un approvisionnement en Chine à un sourcing Europe, qui est à la fois en Espagne et en France. Ensuite, on a des actions liées à la matière. Donc ici, vous voyez, ce pantalon, il est à 100% utilisé de matière recyclée. Une partie qui est du coton recyclé et une autre partie qui est du polyester recyclé. Puis ensuite, on a des actions qui sont liées à la teinture. Là, ce pantalon, il est coloré, mais en fait, il n'est pas du tout teint. Parce que du coup, il utilise la couleur des fibres recyclées qui sont triées pour donner cet aspect coloré. Donc là, c'est vraiment, on est plutôt justement là, on a été dans la phase de challenge d'aller encore un cran plus loin pour venir colorer, mais sans avoir besoin de teindre. Et puis, on a cette notion de conception. Je vous parlais d'un sourcing Europe, mais en réalité, pour vraiment faciliter cette relocalisation, on a dû revoir nos façons de concevoir. Parce que du coup, on a dû simplifier la conception, donc à la fois sur 2 axes. Sur le minimal waste design, c'est de concevoir avec le moins de déchets possible. Donc sur le textile, c'est d'assembler les bons patronages pour avoir le moins d'impact possible. Et à la fois d'éviter le nombre d'assemblages. Parce qu'en fait, pourquoi toute l'industrie textile est partie et s'est délocalisée il y a quelques années?
bah, c'est parce que c'est lié à la main-d'œuvre. Et donc, si on veut venir relocaliser, bah, il y a toujours ce coût de la main-d'œuvre qui rentre en jeu. Et ben, on doit concevoir différemment. Et donc là, l'idée, c'est de faire des assemblages minimum bah, et potentiellement automatisables pour que finalement, ça puisse être acceptable de venir relocaliser pour le prix pour nos clients. Et ici, on voit que toutes les actions mises bout à bout, elles nous permettent une économie de CO2 de 85% par rapport à une conception d'un pantalon classique sans ces actions-là. Combien de voilà temps, sur la Marc, partie pour donner une idée un petit peu de timing sur cet exemple-là, entre le moment où vous avez commencé à réfléchir à la problématique et le moment où vous avez pu mettre le produit sur le marché, combien de temps ça prend? 2 ans à peu près. Sachant que l'équipe qui a travaillé sur ce produit-là, elle a été quand même pas mal formée depuis des années. Donc, il y a un niveau de maturité qui est arrivé, mais grosso modo, ça prend 2 ans. En fait, ce qui prend du temps, ça va être surtout en début. On a souvent, hein, vous avez dû entendre ça peut-être parler, mais on dit 80% de l'impact d'un produit est déterminé dès le début de la phase de conception. Parce qu'en fait, à partir du moment où on dit je veux un pantalon de randonnée en coton, bah, déjà les impacts ils sont déterminés. Et donc après, on a plus de mal. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre du temps au début de projet pour vraiment poser les sujets. Et après, là, ce qui a pris surtout du temps, c'est de trouver les fournisseurs en Europe parce que du coup, on a changé notre approvisionnement. Donc là, ça met du temps parce que du coup, on est obligé de retester. Alors, si c'est des nouveaux fournisseurs, on est obligé de retester bah, la qualité de nos produits, est-ce que ça marche bien, etc. Donc voilà, donc ça prend plus de temps, mais surtout en début de phase de conception. Après, en réalité, fabriquer un pantalon, bah, il y a les mêmes problématiques qu'une industrialisation classique, des problèmes de qualité, des problèmes d'ajustement, voilà. Donc voilà. Okay. Et ensuite, il y a une deuxième grosse partie de conception de produit qui est plutôt de concevoir pour faciliter et pour promouvoir l'économie circulaire. Donc, avec 3 pavés dont je vais vous parler là, la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité de nos produits. Donc, sur la durabilité, déjà, si on veut permettre la location ou si on veut permettre la seconde vie, si les produits ne sont pas durables, ça ne marchera pas. Et donc, sur la durabilité, il y a 2 grosses phases. Je vais vous prendre ici l'exemple de la chaussure de foot qu'on a travaillé. Il y a 2 types de durabilité déjà. Il y a la durabilité technique. C'est que techniquement, le produit résiste vraiment plus longtemps. Et la durabilité non technique. Nous, on est sur une partie, c'est sur du textile. Bah, je peux faire un produit techniquement qui dure plus longtemps, mais si finalement il y a un effet de mode où il y a des renouvellements de produits, où il y a des nouvelles fonctions qui poussent à l'achat, bah, le produit il durera plus longtemps, mais il ne sera pas utilisé plus longtemps. Donc ça, c'est important. On parle aussi de durabilité esthétique. Donc voilà, c'est de faire des choses intemporelles là-dessus. Sur la partie durabilité technique, sur laquelle on a beaucoup plus travaillé ces dernières années, finalement, c'était d'abord de bien analyser finement les défauts et d'isoler les défauts qu'on peut avoir de jeunesse qui seraient de la qualité de fabrication plutôt et des défauts de durabilité. Et en général, sur la chaussure de foot, ce qui se passe, c'est le décollement de la tige et de la semelle. Et donc, on a surtout travaillé sur ça, et donc en faisant finalement une coque unique pour éviter ce décollement-là, et donc qui permet, on a augmenté de 3 fois la durée de vie de ce produit. Donc voilà. Ça a permis vraiment, mais tout ça, ça nécessite une analyse fine des défauts parce que il faut vraiment travailler sur ce qui pose problème. Parce que si je fais les lacets les plus durables du possible, mais qu'en fait la problématique c'est le décollement de la tige et la semelle, j'ai beau avoir des lacets les plus durables possibles, mais en fait le produit sera toujours pas utilisé. Donc là, c'est hyper important d'aller travailler ça. Ensuite, on a l'aspect sur la réparabilité. Je vais aller assez vite sur cet aspect-là. Faut savoir que on a des ateliers dans nos magasins depuis longtemps. Et en fait, la réparabilité d'un produit, elle est sur 4 grands axes qui sont, bah, déjà, il faut concevoir en vue de la réparation. Donc nous, on est en train de déployer des indices de réparabilité qui se fait de plus en plus là, sur l'électronique. Mais nous, on le fait sur nos produits sportifs. Il faut avoir des pièces SAV en disponibles, donc forcément mutualisées au maximum pour simplifier la logistique. Donc, bah, par exemple, avoir un page de réparation unique qui pourrait être utilisé sur tous les kayaks, ou des pièces similaires, par exemple. Une réparation qui est aussi possible des compétences, c'est-à-dire qu'elle soit possible en DIY, donc faire à soi-même, en do it yourself,
ou qu'on puisse faire soit en atelier Decathlon, soit avec des partenaires qu'on aurait référencés. En tout cas, il faut que ça puisse être réparable techniquement. Donc avec la documentation, des tutos, des choses comme ça. Et le dernier point, et pas des moindres, un prix qui soit accessible. Parce qu'il faut que les clients ils choisissent la réparation plutôt qu'acheter un produit neuf. Et donc, ça a été estimé, il y a des études de l'ADEME sur ces éléments-là, qui est de ne pas dépasser 30% du maximum du prix neuf du produit pour permettre la réparation. Et donc ça, nous, on travaille sur ces 4 points-là. Et si on répond à ces 4 points-là, grosso modo, le produit il est réparable et on va vraiment pouvoir le réparer. Ensuite, je vais aller très vite sur la partie recyclabilité, parce qu'on est en phase d'études encore, de tests, de déploiement. Mais l'idée, c'est aussi de déployer la recyclabilité de nos produits. Donc, on a des produits souvent assez complexes dans l'usage sportif. Et donc, ces produits-là, on doit les rendre beaucoup plus réparables. Donc là, c'est l'exemple d'une chaussure qui va arriver bientôt. Et donc, on a réussi finalement à essayer de recycler cette chaussure pour la réutiliser dans des palmes ou dans des tongs ou dans des bottes. Donc là, on est encore en phase de test. Mais l'idée, c'est aussi de permettre cette recyclabilité ou tout au moins de ne pas la perturber. Donc, de pas parce qu'on a aujourd'hui des filières de recyclabilité, par exemple sur le textile. L'idée, c'est pas de venir les perturber en mettant beaucoup de complexité dans nos produits qui rendrait totalement le produit pas du tout recyclable. Et je vais passer sur une partie beaucoup plus intéressante, je pense, pour vous. Ce qui est important, c'est de bien se focaliser sur la réponse aux besoins. Samuel l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Je vais vous prendre un exemple très, très concret. C'est on a eu un nouveau besoin de notre utilisateur qui était, c'est très bien, l'EasyBrace, donc je ne sais pas si vous connaissez tous, mais le masque là, intégral. Et en fait, on a eu un nouveau besoin en disant, c'est très bien ce masque, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas communiquer entre nous en snorkeling, en pratique. Et en fait, on peut avoir deux réponses aux besoins. Tout simplement se dire, on met un système de talkie-walkie intégré dans le masque. C'est une réponse. Et puis on peut aussi dire tout simplement, on peut aussi promouvoir la découverte de la langue des signes des plongeurs, avec finalement une langue des signes qui est déjà existante et qui amène une expérience nouvelle et qui répond à ce même besoin. Sauf que dans un cas, ça va coûter aucun impact environnemental. Le langage des signes, c'est juste de l'apprentissage. Vous avez déjà vos deux mains. Et dans l'autre cas, ça va devenir intégré de l'électronique dans un masque. Donc voilà, donc faut bien se positionner là-dessus et pas être trop simpliste dans la réponse aux besoins. Ensuite, sur la partie, la partie suivante, c'est justement ces nouveaux modèles économiques. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour reparler de 2 points, qui est justement l'abonnement vélo enfant. Donc là, c'est pareil, c'est une problématique d'usage. C'est-à-dire qu'en général, en tant que parent, on achète un vélo un peu trop grand à son enfant, ce qui fait que l'enfant, il apprend toujours à faire du vélo, toujours sur un vélo un peu trop grand. C'est un peu comme si nous, en tant qu'adultes, on allait faire du vélo sur un vélo de 40 kg, plutôt très grand. Donc, c'est pas simple. Et donc, en fait, on se rend compte que les enfants, ils font du vélo surtout l'été, donc quand il fait beau. Et donc, c'est 6 mois de l'année, grosso modo. Et puis, il va grandir vite. Donc, l'année suivante ou 2 ans après, on va devoir racheter un vélo. Et donc là, il a été mis en place un abonnement pour les vélos enfants. Ce qui fait qu'on paye au mois. Et du coup, si l'enfant il grandit, il peut changer de vélo avec son abonnement. Il peut même, jusqu'à un certain moment, de se dire, à un moment donné, est-ce qu'il veut plutôt faire du VTT ou du vélo de route? Donc voilà, on peut aller jusqu'à ces éléments-là. Donc ça lui donne l'apprentissage sans avoir la propriété du vélo. Et aussi, Decathlon prend en charge tout l'entretien, la réparation, etc. Donc comme ça, vous n'avez pas à vous soucier. Vous avez juste à vous soucier que votre enfant apprenne le vélo. Ensuite, on a un autre modèle qui est un peu, ça a été pas mal sorti en disant on essaie de devenir le Netflix du sport. Donc ça, c'est une initiative de la Belgique qui est appelée WePlay Circular. Et l'idée, c'est pareil, c'est un abonnement, donc avec différents niveaux de gamme de prix, avec derrière des niveaux de gamme de produits différents, qui vous dit, vous voulez faire du sport, vous payez 20 € ou 40 € par mois. Et puis, vous avez accès à une sélection de produits pour faire du sport. Et donc, un jour, une semaine, vous allez vouloir une méthode tennis. L'autre semaine, vous allez vouloir faire du vélo, des choses comme ça. Ça permet, nous, notre enjeu, je ne l'ai pas dit au tout début, mais le sens de Decathlon, c'est juste de rendre le sport accessible pour tous. Donc, nous, notre but, c'est que les gens fassent du sport, et le plus possible, notamment parce que ça fait des valeurs. Et ça, c'est une très bonne solution pour juste initier les gens au sport. Parce que si au bout d'un moment on se dit en fait ça me plaît pas, on arrête l'abonnement.
Nous, on aura perdu notre pari qui est de vous mettre au sport, mais par contre, du coup, on aura quand même les produits en termes d'impact qui resteront dans notre système. Donc, c'est encore une initiative qu'on essaie de déployer. Donc, on est en train justement d'associer les retours économiques, est-ce que ça marche bien? Voilà, on est en train d'affiner un petit peu cette offre-là pour la basculer après et pour la dupliquer dans d'autres pays. Et puis, un dernier point, qui est par contre la location de tente, parce que en fait, on a certains produits saisonniers, donc soit l'été avec de la randonnée ou des sports d'eau, ou l'hiver avec le ski, les sports d'hiver. Et là, je vous ai pris l'exemple d'une tente. Une tente, en moyenne, c'est utilisé une semaine par an lorsque vous en achetez une. C'est un peu dommage parce que nous, on se dit qu'il y a des produits saisonniers qui n'ont rien à faire dans votre garage. Notre but, c'est que ça soit utilisé le maximum. Et donc, dans certains cas, pour certains utilisateurs, c'est mieux de louer une tente que d'en acheter une pour finalement l'utiliser une semaine par an. Et puis l'année d'après, peut-être que vous n'allez même pas l'utiliser. Donc voilà. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Et en dessous, je vous ai mis justement un petit peu un résultat de cette expérimentation de la location de tente, qui finalement, alors vous allez voir tous les chiffres, mais on s'est posé la question de s'il n'y avait pas eu de service de location, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez pratiqué quand même en empruntant le matériel à quelqu'un? Grosso modo, vous voyez, c'est à peu près réparti comme ça. Il y a une partie, c'est ça. On aurait quand même pratiqué, mais en achetant le produit. Et puis, on aurait pratiqué en louant ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Decathlon qui fait la location de tente. Et puis, on n'aurait pas pratiqué. Alors, le pas pratiquer, ça nous embête, parce que du coup, la personne ne se met pas au sport. Et donc, ce qu'on voit, il n'y a que seuls 20% des gens qui auraient acheté le matériel si le service n'avait pas existé. Ils se seraient débrouillés autrement. Donc, c'est à nous de faciliter ça. Et surtout, ce qui est hyper important, c'est que ce service de location recrute de nouveaux clients sur la pratique. Pour 38% des clients, c'était leur première expérience dans le sport. Donc là, en l'occurrence, dans la randonnée. Et ça, c'est vraiment le sens de Decathlon, c'est de faire découvrir les sports aux gens et de les mettre dehors. Et donc, ça nous parle beaucoup parce que du coup, ça veut dire qu'il y a 38% de clients qu'on a réussi à toucher grâce à la location et pas grâce à l'achat de produits neufs. Donc, et puis aussi, on voit que pour 31% des clients, ils déclarent la motivation écologique. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi important, vous donner un overview sur ça, c'est que en France, là, c'était une expérimentation en France. En France, il y a eu 30% qui déclaraient la motivation écologique. Et nos clients chinois, les motivations de location, c'est pas en premier lieu la motivation écologique, mais vient aussi la motivation de la facilité, parce qu'en Chine, dans les grandes villes, ils ont du mal à stocker du matériel. Et donc, en fait, ils se disent, nous, la location, c'est un bon moyen pour éviter de stocker du matériel chinois. Donc aussi, on va avoir des différences en termes de culture, de pourquoi les gens vont avoir telle ou telle pratique. Voilà, je m'arrête là, comme ça je vais laisser un peu de temps si jamais il y a des questions. J'avais une question parce que il y a longtemps, on avait participé à un essai chez justement le groupe Casino sur du matériel de cuisine, un peu dans le sens. Et je me souviens qu'il y avait un élément qui était remonté, je voulais t'en voir avec toi, c'était de dire finalement les gens, il y en a qui font aussi du test de matériel avant achat, c'est-à-dire qu'ils passent par un système de location pour tester le matos avant achat. Et je ne le vois pas apparaître, ou c'est quelque chose qui a évolué, ou c'est vraiment… Ouais, nous, alors, ouais, complètement. Nous, on a un programme qui s'appelle Test and Buy. C'est-à-dire que vous avez 7 jours pour tester le produit. Donc ça, c'est déjà actuellement sur beaucoup de nos produits. Je ne sais même pas si c'est sur tous, mais sur beaucoup de nos produits, il y a notamment sur les produits d'investissement. Les produits d'investissement, c'est plutôt les produits chers. Donc on a ça. Et après, par contre, c'est limité à 7 jours. Donc effectivement, parce que on ne peut pas se permettre économiquement d'aller plus loin. Mais par contre, effectivement, il y a la location de ceux qui veulent louer avant d'acheter. Là, effectivement, on a probablement des données liées à ça. C'est pas forcément une question que j'ai repris là. Mais effectivement, moi le premier, moi quand une tente, je vais d'abord la louer, puis après, une fois que je serai bien convaincu de mon achat, tant mieux. Mais ce qui est important, et c'est tant mieux si les gens font ça, parce que du coup, au moment de l'achat d'un produit neuf, potentiellement, au moins cet achat, il aura bien été réfléchi, et la personne, elle saura pourquoi elle l'a vraiment acheté. Plutôt que parce que ce qui pose problème, c'est finalement un achat de produit neuf, un peu un achat de compulsif, qui finalement, à la fin, le produit ne va pas être utilisé. Si la personne, elle loue sa tente une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être qu'après, la troisième fois, elle va se dire non, là, en fait, je pratique beaucoup la randonnée, j'ai besoin d'avoir une tente facilement, au moins, on est sûr qu'elle va vraiment pratiquer.
Et en fait, ce qui est intéressant et comme mesure, on ne mesure pas encore comme ça, mais comme mesure, c'est le taux d'utilisation du produit. En fait, c'est ça qu'il faut mesurer. Et Alors, plus on me le corrige produit est parce que utilisé, j'ai bah, j'ai des lunettes, on me dit c'est la 3e barre, effectivement, en regardant bien. L'histogramme, c'est les 36% en partant du bas. Merci à Caroline qui suit bien sur cet élément. La possibilité de tester le produit en vue des achats. merci, Merci. Caroline. En tout cas, Marc, merci. Un grand merci pour cette présentation. Je pense que ça parle à tout le monde. C'est des produits qu'on utilise au quotidien. Ça montre l'évolution aussi au fur et à mesure du temps depuis les 7 années où je travaille chez Decathlon. Ça rend les choses concrètes et je pense accessibles pour ceux qui peuvent se poser des questions par rapport à tout ce qui est démarche d'éco-conception, de marketing responsable, de transformation des business models. Et puis sur ces derniers exemples, ça montre aussi que ça crée des bénéfices nouveaux pour les utilisateurs qui n'étaient pas forcément attendus au départ. Mais voilà, donc ça montre effectivement qu'on ouvre énormément à des possibilités différentes et en proposant des solutions qui vont plus loin finalement que les business models classiques. Merci beaucoup pour ça. Je vous propose, si vous avez des questions, de les mettre dans le chat. Je vais juste revenir très rapidement sur Green to Market pour vous dire qu'on accompagne bien sûr avec Samuel les projets d'entreprise, donc sur ces démarches de marketing responsable, d'éco-conception, dans les objectifs que Marc a décrits de réduction de l'impact environnemental de l'offre. On propose aussi des formations, je vais vous en dire un petit mot puisqu'on a une formation là qui débute dès le mois de mars. Et puis, si vous souhaitez aller un peu plus loin sur la méthode, on a aussi le livre Green to Market qui vous explique en détail un petit peu ces différentes étapes et surtout qui est très illustré, donc différents exemples concrets dans des entreprises de façon à pouvoir présenter ce qui est vraiment fait et montrer aussi les résultats obtenus. Donc, un dernier petit mot pour vous parler des formations. Donc, elles vont démarrer à compter du 7 mars sur un parcours de 5 modules. Voilà, ce sont des modules en distanciel. Donc, vous avez tout le détail, si vous le souhaitez, sur le site internet du pôle éco-conception. Et puis, sur cette slide, vous avez aussi le contact de Sacha, qui est notre responsable formation et qui saura vous en dire un petit peu plus. Voilà, j'arrête pour la partie Green to Market. Est-ce qu'on a des questions, Samuel? Oui, on a des questions. Alors, c'est vraiment une question business, c'est de savoir. C'est vrai que vous vendez des produits. Alors, je ne parle pas de la partie locative, je pense que c'est plutôt sur la partie ou abonnement. C'est avant, c'est l'allongement de la durée de vie. Est-ce que ce n'est pas contre-productif avec la vision business, puisque voilà, plus vous vendez de produits, plus on gagne de l'argent et plus le taux de renouvellement est important, j'imagine, plus on fait du chiffre d'affaires. Donc, la question, c'est comment vous positionnez ces éléments-là? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que vraiment un Decathlon, ce serait une visu désuète de l'économique de poser cette question-là. Je l'ai eu il y a 5-6 ans en me disant, Marc, si tu comprends, si on travaille sur la durabilité, on vendra moins de produits. Je pense que personne n'oserait la reposer parce que maintenant, les gens ont compris que finalement, si on fait des produits qui ne sont pas durables, le client ne reviendra pas une deuxième fois chez nous. Donc, en fait, c'est juste de fidéliser des clients et même quand je pose maintenant la question à tous les concepteurs, en fait, le travail d'un concepteur, c'est de faire un produit qui dure longtemps. C'est de faire le meilleur produit possible. Forcément, nous, on a des contraintes prix, d'accessibilité prix qui sont importantes. Mais par contre, s'il y a cette notion de travail de la durabilité. Et donc maintenant, ce serait un peu penser trop, ce serait, je sais pas le bon terme, mais un peu trop vieux jeu de réfléchir de cette façon-là et plutôt de réfléchir en bénéfice utilisateur. Donc, effectivement, on ne se pose même plus la question liée à ça. Et si je peux me permettre, Marc, excuse-moi Samuel, juste pour compléter ce que tu dis sur les aspects marketing, la fidélisation des clients, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut savoir que ça coûte 7 fois plus cher d'aller recruter un nouveau client. Donc, voilà, les fidéliser, c'est la base, quelle que soit l'action. Et puis, on voit à travers l'offre que vous proposez que les nouveaux clients, vous allez aussi les chercher autrement, justement en transformant les choses.
Donc, le fait d'associer ces deux, à la fois la fidélisation et le recrutement, ben, c'est quelque chose que vous faites très bien chez Decathlon. Donc, je comprends que la question ne se pose plus. Et puis, je crois qu'on aura un retour d'expérience avec un des designers internes de Passy sur la gamme minimale édition. Donc, il y a une fiche éco-initiative qui va sortir pour promouvoir un peu le projet. J'en dis pas plus. Il y a un webinaire qui va être présenté justement. On reviendra là-dessus. Alors, je suis désolé, on a pas mal de questions sur le financier. J'en ai une autre. Est-ce que vous avez fait une analyse économique de la rentabilité? Parce qu'on a vu une évolution du pourcentage de produits éco-conçus au fur et à mesure des années. Je les ai plus en tête, mais il me semble qu'on est à 22% des produits, ce qui est énorme vu la quantité de produits que vous avez. Est-ce que c'est retraité quelque part? Est-ce que vous avez un retour? Alors, Et pour ceux que ça intéresse, hein, je vous rappelle, on vous enverra un lien. Il y a une étude sur les retours économiques 2022 qui vient de sortir de l'ADEME. Je ne crois pas qu'il y ait le cas chez Decathlon, mais il y a d'autres cas d'entreprise. Et vous pourrez regarder un petit peu des éléments chiffrés. ouais. Alors, c'est une très bonne question parce que là, je vous ai présenté sans forcément rentrer dans le détail économique. Ça a été un point des dernières années qu'il faut, pour pouvoir déployer une stratégie d'éco-conception réussie, il va falloir répondre à cet aspect-là. Parce que sinon, les gens disent, bah, Marc, c'est très bien, mais ça coûte toujours trop cher, on n'y va pas, etc. Donc, oui, on a des études économiques qu'on fait régulièrement. Et moi, j'ai dû utiliser les résultats de ces études-là pour aussi convaincre en interne, bah, en disant, bah, si, on regarde. Et je vous en prends une, mais le dynamisme commercial de produits éco-conçus versus des produits non éco-conçus, bah, il était plus important sur des produits éco-conçus à une période. Je dis à une période parce que cette étude, elle a 2-3 ans qu'on avait menée. Et donc, moi, ça a permis parce que les gens disaient, bah, moi, je disais, bah, j'aimerais bien mettre plus en avant ces produits-là pour que les gens ils voient ce qu'on a, ces offres de produits-là, versus des produits qui ne bénéficieraient pas de démarche. Et leur question, c'était oui, mais quelle est la valeur ajoutée, Marc? Comment commercialement avoir une valeur ajoutée? Donc, moi, j'amenais ces éléments-là. Donc, on avait un meilleur dynamisme. Les gens étaient en général plus contents. Parfois, ils ne le savaient pas, mais ils étaient quand même plus contents. Quand je dis ils ne le savaient pas, c'est que des fois, ils achetaient des produits. Ils ne savaient même pas qu'ils avaient bénéficié d'une démarche d'éco-conception. Donc, voilà. Donc, on a des études économiques et globalement, c'était plutôt bien perçu. Globalement. Et on s'est même appuyé de d'autres études qui étaient des fois en externe. Mais grosso modo, on se dit qu'au-delà, enfin, on peut faire des. Nous, maintenant, on a vraiment cette vision de c'est quoi l'impact économique et c'est quoi l'impact environnemental. Et moi, si j'arrive en disant, ce produit-là, quand on fait cette démarche d'éco-conception, on réduit de 40%, bah, si l'augmentation de prix, elle est que de 5 à 10%, bah, j'ai les écarts en disant, bah voilà. Parce qu'il faut bien avoir en tête que l'impact environnemental, ça coûte aussi. On commence à avoir des modèles de monétisation, mais ça coûte aussi. En fait, les impacts planétaires, ça coûte. C'est juste qu'on ne le voit pas. Et donc, moi, ça me permet d'avoir ces deux visions-là et de dire, bah, effectivement, par contre, un produit, on réduit son impact de 3% et qu'on augmente son prix de 20%, même moi, je ne vais pas faire cette promotion de cette action-là. On va essayer de trouver d'autres solutions. Mais grosso modo, on arrive. Et puis, ce qui se passait, c'est aussi l'éco-conception, c'est toujours plus cher. La question, c'est pas est-ce que c'est toujours plus cher, c'est de combien. Et parfois, on parlait de centimes ou d'euros, de vraiment une faible marge. Donc, en se disant, bah, en fait, là, on peut se permettre d'augmenter le prix de 2% parce que finalement, l'action, elle est complètement valable. Donc ça marche pour nous, en tout cas, parce qu'effectivement, on fait des grands volumes, etc. Mais grosso modo, il faut surtout se poser la question de combien. Et parfois, ça vaut complètement le coup. Et parfois, il n'y a aucun impact sur la partie business. Et grosso modo, il n'y a aucun impact parce que sinon, on n'aurait pas déployé autant d'éco-conception dans Decathlon. Non, puis on voit des allongements de garantie. Hein. On reviendra sur la gamme minimale, mais il me semble qu'on est à 50, tu me corrigeras, au lieu sur du textile, ce qui est exceptionnel. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui s'engagent ou d'entreprises qui s'engagent là-dessus. On a une petite question sur l'aspect du test de l'abonnement. Le fait de devoir aller en magasin pour retirer le produit, revenir, est-ce que c'est un frein? Et moi, je rajoute une question. Est-ce que vous avez mesuré l'impact environnemental éventuellement des transports, qui ne sont pas les transports de la chaîne de valeur, mais le transport nécessaire aux clients pour venir chercher le produit? Est-ce que ça impacte? Est-ce que ça modifie le bilan carbone Scope 3? Alors, grosso modo, je ne sais plus sur ces études-là, en tout cas, on s'est posé ces questions-là. Grosso modo, déjà, l'abonnement de location,
c'était plutôt des tests. Donc déjà, il fallait aller en magasin pour savoir qu'il existait. Là, je vous le présente, mais en réalité, dans nos tests, c'était plutôt ça. Donc finalement, et puis globalement, sur les produits enfants, les gens ils veulent tester le vélo avec leur enfant. Souvent, venaient en magasin. Donc finalement, il n'y avait pas trop d'impact de différence de transport. Et après, c'était plutôt la promotion en disant, bah voilà, ça existe, pour voir aussi l'appétence des clients par rapport à cet aspect d'abonnement. Mais on commence à évaluer justement les différents, parce qu'on a différents types de location, d'abonnement, etc. On commence à évaluer l'impact environnemental de chaque type pour permettre la promotion des meilleurs. Donc voilà. Donc là, ce qui nous a drivé de faire l'abonnement vélo enfant, c'est surtout de se dire de toute façon, le vélo, on va le produire et globalement, il va être utilisé 1-2 ans maximum. Et là, on s'est dit, bah, c'est trop court par rapport à l'impact d'un vélo, qui était forcément énorme. Et justement, sur ce point-là de stratégie de déploiement de l'éco-conception, est-ce que c'est une démarche globale? Parce qu'on voit l'intégration d'aspects environnementaux dans le développement des produits jusque dans l'usage. Est-ce que vous déployez de la même manière dans l'ensemble des pays où il y a des approches qui sont différentes? Alors, ça peut être culturel ou parce que vous êtes en test, etc. Non, en fait, on va avoir des approches potentiellement différentes selon les pays. C'est plutôt sur la partie commerciale, parce que les pratiques de consommation sont différentes selon les cultures. Donc ça, on peut avoir des différences. Donc ce qu'on va peut-être tester en Europe ne fonctionne pas de la même façon en Chine, mais globalement, les stratégies environnementales, c'est les mêmes dans le monde. C'est-à-dire qu'on doit réduire notre impact environnemental. Ça, c'est clair. Et après, sur la partie conception, nous, on essaye de pas faire, enfin, on ne fait pas de gamme de produits éco-conçus et des gammes de produits non éco-conçus. Donc en magasin, vous n'allez pas vous retrouver le même produit, la version éco-conçue et une version non éco-conçue. L'idée, c'est parce qu'on veut pas, enfin, c'est la stratégie depuis le début, c'est qu'on veut pas stigmatiser le client en disant, bah là, tu as le produit qui est mieux pour l'environnement, puis là, bah, si tu te soucies pas de l'environnement, tu as le même. Donc nous, c'est à partir du moment où on veut éco-concevoir un produit, bah, on passe d'une version non éco-conçue à une version éco-conçue, mais en magasin, vous allez retrouver que la version qui sera éco-conçue. Après, on a des produits qui ne sont pas encore éco-conçus parce qu'on n'a pas encore travaillé dessus. Mais à partir du moment où on a trouvé une solution, c'est le même produit, voilà. Ça, c'est important sur cette partie-là. On ne veut pas faire de gamme de produits en disant bah, ça, c'est une gamme environnementalement responsable et puis le reste des produits. Ce qu'on va avoir, effectivement, pour l'instant, on n'a que 20% de produits qui bénéficient de démarches d'éco-conception, mais c'est plutôt parce que les autres, on ne les a pas encore travaillés, ou on est en cours de travail. Il faut savoir qu'un développement de produit, ça prend entre 18 mois et 4 ans selon le type de produit. Donc, ça prend un peu de temps, mine de rien, de renouveler nos offres. Eh ben, écoute, je crois que Florence, on a fait le tour des questions. Ouais, je voulais vraiment remercier Marc pour ce témoignage. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses, en tout cas j'espère. Et puis c'est très concret, très actuel. Et ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail, même dans une entreprise qui est bien avancée. Voilà, donc j'espère que ça vous aura tous intéressé. Merci Marc, Samuel, merci beaucoup. Et on vous retrouve pour le prochain webinaire Green to Market et les prochaines rencontres qu'on organisera ensemble. Voilà. Et surtout, retrouvez-nous aux formations, hein, parce que c'est maintenant, c'est demain. Merci Marc. Et on n'oublie pas de s'inscrire aux formations. Allez, à bientôt. Merci Marc, bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir.